À quel point s'aime-t-on? T'as passé ta vie à t'adapter, à optimiser, à valider, à jouer les bons rôles au bon moment. Et à force, tu t'es quitté. T'as laissé le mental prendre le pouvoir. Et ton corps, lui, il se tait. Jusqu'à aujourd'hui. Il t'envoie des signaux clairs. Arrête de fonctionner, reviens dedans. Reviens habiter. Ce podcast, c'est pas du développement personnel, c'est pas une thérapie, c'est pas reconnais-toi à ton féminin sacré. C'est un retour réel, le corps d'abord et le reste suivra. Ici, on parle d'incarnation, de vérité, de limites non négociables et d'autorité intérieure. La puissance qui se vit dans la chair. Moi, c'est Laura. J'accompagne les femmes qui ont abandonné leur corps au mental à redevenir incarnées, souveraines et aux commandes. Je t'emmène là où tu reprends possession de ton corps, de ta voix et de ta vie. Bienvenue dans Indomptable, s'incarner pour ne plus jamais se quitter. Aujourd'hui, on accueille avec nous Chris, libre penseur et chercheur du vivant. Alors Chris, aujourd'hui, on a une question pour toi. À quel point s'aime-t-on? À quel point s'aime-t-on? Donc il s'agit d'un peu de mesure dans la question. Il y a une dimension de mesure, en fait, il y a une dimension de conscience. C'est-à-dire que, qui aime-t-on? Est-ce que c'est véritablement celui qu'on est? Ou c'est finalement, l'histoire agglomérée, personnelle qu'on a pu construire avec, des antécédents génétiques, des situations qui nous ont sculptés d'une manière plus que d'une autre? Donc dans la question «À quel point s'aime-t-on?» il y a déjà qu'est-ce qu'on aime en nous? C'est-à-dire, est-ce que c'est, la structure psychique qui est élaborée par le mental? Ou est-ce qu'on est capable d'avoir l'intuition de voir que c'est beaucoup plus large que ça? En fait, dans la question «À quel point s'aime-t-on?» et donc il y a la question, «Qui aime-t-on en soi?» et donc on en arrive inévitablement à la question du soi. Heu, Nous, humains incarnés, nous sommes des moi. Ça a été dit très tôt dans l'histoire de l'humanité, dans les traditions, religieuses. Ça a été rappelé à la fin du 19e, au début du 20e par la psychanalyse. Nous sommes un ego, nous sommes un moi. Un ego, un moi, c'est une de nos dimensions. Ça n'est en aucun cas, la représentation complète de qui l'on est. Et c'est quelque chose qu'on peut facilement découvrir puisque parfois on va avoir une expérience nouvelle, hem qui va nous projeter dans une situation où on va avoir une réponse différente de l'habitude. Et cette nouvelle réponse, elle est créative. Et c'est un peu comme une espèce de petite fissure qui laisserait passer la lumière du soir. On a su ne plus réagir mécaniquement à une situation, on a été créatif. Et il y a fort à parier que c'est le soi qui nous l'a suggéré. Alors du coup, comment on fait pour différencier ce qui est nous, ce qui nous appartient et ce qui n'est pas nous? Bon, la bonne nouvelle, c'est que tout nous appartient, y compris, je dirais, la structuration qu'on a pu incarner, avec ses goûts, avec ses couleurs, avec ses envies, avec ses refus, avec ses traumas, avec ses phobies, enfin, toute la panoplie de ce qu'on pourrait appeler les pathologies psychiques, parce qu'en fait, on est tous, à un moment ou à un autre, un peu down ou un peu up. On est tous, un peu tristes et c'est ou on peut aussi tout simplement s'ennuyer et je pense que c'est des énergies qui sont très, très importantes parce que c'est généralement des portes d'accès pour justement voir, la mécanicité, c'est-à-dire prenons un exemple, une pensée surgit. L'avez-vous choisie? Moi, je dirais que dans 99 des cas, vous l'avez pas choisie, elle vous est arrivée. Donc, cette pensée, elle vient d'où? Elle vient d'une structuration, d'une machine qui vous dit: «Ah, j'en ai marre», par exemple. Pour prendre un exemple, j'en ai marre. Mais elle a surgi de rien et on était juste avant dans un espace totalement libre de cette question. Donc, quelle est l'idée? L'idée, c'est par exemple de se dire: «Ah tiens, c'est marrant, cette pensée vient d'émerger en moi, j'en ai marre, est-ce que c'est si vrai que ça?» Et puis surtout, se retourner en arrière à 180 degrés et observer son activité. Voilà. Donc dans l'activité, dans le champ de la conscience, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la question, «J'en ai marre», et puis il y a eu la mise en branle d'un système, d'une machine en fait, qui nous suggère de continuer. J'en ai marre parce que, j'en ai marre pour cela, ah j'en peux plus pour ceci. Et si on nourrit
C'est ce que les Indiens appellent les vasanas, c'est-à-dire, en fait, au tout départ, c'est une petite graine et ça va finir par prendre toute la place. Et là, on est dans l'illusion totale de soi-même. Donc, je dirais que la clé, d'apprendre à se connaître. C'est l'histoire d'une vie et ça passe par l'observation, par l'attention, par le silence, heu et par l'action, évidemment. C'est-à-dire que sur ce dernier terme qu'est l'action, eh bien, peut-être être capable de se mettre dans une situation, dans un mouvement d'action qu'on n'aurait jamais imaginé avant, se surprendre et s'apercevoir on est plus que ce qu'on croyait, par exemple. Alors du coup, qu'est-ce que ça serait le premier pas pour vraiment s'aimer? L'expression qui me vient, c'est de dire non à la machine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, on est dans une forme d'inconscience des gestes qu'on pose, des paroles qu'on peut prononcer, des pensées qu'on peut avoir, c'est faire un pas de recul pour dire: «Tiens, bah, je vais regarder un petit peu ce qui se passe dans le champ de la conscience. Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment vrai?» Et le simple fait de le faire ne demande aucune réflexion. Au contraire, c'est se taire, c'est être attention, c'est être silence par rapport au vacarme éventuellement ou au simple bruit, de la psychologie qui va forcément, suggérer, des pensées parce qu'en fait la nature déteste le vide et que, le vide est justement ce que rejoint l'observateur. Donc en ayant un pied dans le vide et un pied dans ce qui est observé, on a déjà fait un pas énorme, c'est l'observation. Ça nous permet déjà de créer une forme de distance, c'est-à-dire que c'est un sujet qui observe des objets, des pensées, des émotions, des actes que venant des autres, peu importe. Mais on a un temps d'avance parce qu'on a une position de recul. C'est-à-dire qu'on entend les choses en direct, on voit les pensées, on en est conscient et du coup, on sait qu'on ne les choisit pas, on sait qu'on est en train simplement de les observer. Ce conseil, il va à l'encontre un peu de la notion de travailler sur soi. On n'est pas dans une action, mais on est plutôt dans une observation. Mmh. Bah, en fait, le travail, il se fait, hein, c'est ça le vivant. Le vivant, c'est, bah, voilà, on est avec un tel capital génétique dans tel environnement, on descend de tels parents, de tels grands-parents et on va vite retomber sur l'inné et l'acquis. C'est-à-dire qu'on est avec des choses et la vie va faire qu'on va en apprendre de nouvelles. Il y a souvent dans l'acquis des choses essentielles qu'il faut savoir garder. Il y a malheureusement dans l'acquis des choses qu'il faut absolument pas garder. On peut en arriver même parfois à porter la croix d'un autre ou, à vivre des problématiques qui ne sont pas les nôtres. Et là, je fais référence évidemment à toute cette école du transgénérationnel. Et en fait, le travail sur soi, si on regarde bien, ça voudrait dire qu'il y aurait il n'y a que le soi qui peut travailler sur le soi. C'est en fait, c'est comme si on personnalisait une fonctionnalité en nous qui serait quelqu'un qui serait un chercheur ou un observateur, alors que c'est pas exactement ce qui est dit. Et dit, c'est de se tenir en conscience, un pied dans ce qui s'y passe et un pied dans un extérieur qui est le début du soi et qui permet d'observer, de prendre du recul sur les choses. Et, donc le travail sur soi, c'est une expression qui a été très employée dans les milieux spirituels, dans les milieux psychothérapeutiques, en tout cas pour certains. C'est une expression que moi, par exemple, je n'apprécie absolument pas. Euh, c'est pas... Le travail se fait parce qu'on le laisse se faire. Et c'est justement parce qu'on croit travailler que on fait le contraire, en fait. Picasso disait, je ne cherche pas, je trouve. Il y a ce moment magique dans l'observation et l'attention en méditation où on peut voir émerger un artefact, une pensée, et de se dire, mais elle est ridicule, elle n'a aucun sens. C'est pas moi, quoi. Et à ce moment-là, à partir du moment où on est désidentifié de cette pensée qui vient d'émerger, elle va tomber en cendres, en fait. Par contre, si on lui donne une valeur importante, elle va se développer. Pour finir ce podcast, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent pour commencer, pour faire un premier pas vers l'amour de soi? Moi, je pense qu'on est tous conscients de ce qui nous fait du bien et de ce qui nous fait du mal. Alors, je suis pas du tout dans la dichotomie bien-mal, hein. Là, on est vraiment sur le champ évolutif. On sait très bien, les mauvaises habitudes qu'on peut avoir, on les connaît. D'ailleurs,
le paradoxe, c'est qu'on s'y trouve, bien installé. C'est ce qu'on appelle un peu la zone de confort. Enfin, les gens certaines personnes l'ont appelé comme ça. Heu, donc chercher, sans chercher. Voilà, là, on rentre un petit peu dans le taoïsme ou attendre sans attendre. C'est-à-dire que il faut court-circuiter le mental. Il faut court-circuiter le mental parce que le mental est ce que l'on croit être le chercheur, or c'est ce qui doit être trouvé. Donc, bah, je vous conseille tous de trouver, de vous observer, de vous aimer, c'est-à-dire tout simplement d'isoler ce qui vous fait aller vers ce que vous voulez être et vous séparer autant que peut se faire de ce que vous savez déjà qui fait obstacle. Merci beaucoup Chris, c'était très intéressant et on espère te revoir très bientôt dans le podcast.